C'est parti. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Melik Özden, je suis directeur du CETIM. Au nom du CETIM et Umoja, je vous souhaite la bienvenue. En deux mots, pour les personnes qui ne le connaissent pas, le CETIM est un centre de recherche et de publication fondé en 1970 à Genève. Il dispose également d'un statut consultatif auprès de l'ONU. Par ses publications, ses conférences et ses interventions, il dénonce depuis plus de 50 ans le mal-développement et fait connaître les alternatives proposées par la société civile et les mouvements sociaux. Lors de ce cycle de vidéoconférences que nous avons lancé avec Umoja il y a quelques semaines, notre ami Hamzat Boukari Yabara nous a déjà présenté Cheikh Anta Diop, Amilcar Cabral et Patrice Lumumba. Ce soir, il nous parlera de Kwame Nkrumah, dirigeant de la lutte du Ghana vers l'indépendance et combattant infatigable pour l'unité africaine. Le CETIM a publié en 2016 un petit livre sur Kwame Nkrumah de sa collection Pensées d'hier pour demain, introduit par Hamzat. Ce livre fait partie de la première série consacrée à l'Afrique et aux Caraïbes. Elle comporte aujourd'hui 14 publications. Merci Hamzat d'être avec nous. C'est Mary de la Ligue panafricaine Umoja qui va modérer cette conférence. Donc, je laisse la parole à Mary et à Hamzat. Merci à vous deux. Bonjour, merci beaucoup Melik Özden, merci. Alors, ce soir, bonsoir à tous d'ailleurs, bonsoir à tous nos auditeurs, à nos auditrices de partout, que ce soit sur le continent, en Europe, aux États-Unis. Ce soir, nous allons rendre hommage à l'une de nos grandes figures, car comme toute grande nation, nos leaders africains font partie de notre patrimoine historique, de notre ADN africain. Nous sommes aujourd'hui le 27 avril 2023, et il y a 51 ans, jour pour jour, Kwame Nkrumah, ancien président et père de l'indépendance du Ghana, panafricaniste convaincu, est décédé. Au lendemain de l'indépendance du Ghana, obtenue après de longues années de lutte, il a dit « Notre indépendance n'est rien sans la libération totale de l'Afrique ». Visionnaire, il avait déjà prédit que l'Afrique resterait sous la domination coloniale d'hier, le néocolonialisme et l'impérialisme d'aujourd'hui, si les Africains ne s'unissaient pas. Force est de constater aujourd'hui que Nkrumah avait vu juste. Plus de 60 ans après les indépendances de ces pays, l'Afrique est toujours victime de l'impérialisme et du colonialisme occidental qu'il a tant combattu. Dans ce contexte, maintenir vivante la mémoire et le combat de Nkrumah, visionnaire et porte-étendard du panafricanisme, est vital pour une lutte continue jusqu'à la libération totale du continent. Et moi, je suis fière et honorée d'y contribuer par l'animation de cette conférence. Au nom de la Ligue panafricaine Umoja, je remercie le CETIM de nous accorder ce temps d'antenne et de palabres sur la base de références historiques que va nous partager le docteur Hamzat Boukari Yabara, docteur en histoire et civilisations africaines, spécialiste du panafricanisme. Merci donc à notre hôte Melik Özden et merci à notre invité, le docteur Hamzat Boukari Yabara. Et du coup, puisque Melik, tu nous as présenté le CETIM, je vais demander au docteur Hamzat Boukari Yabara. Vous êtes historien engagé spécialiste du panafricanisme et auteur de plusieurs ouvrages, dont Africa Unite et l'histoire du panafricanisme. Que pouvez-vous nous dire de plus sur vous et pourquoi cet intérêt pour le panafricanisme? Oui, bonjour ou bonsoir. Donc, là, je suis en Martinique, donc il est 13 heures. Déjà, je voudrais remercier effectivement le CETIM, notamment Florian Rochat, pour la mise en place de cette collection. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Très bien. D'accord. Dans laquelle j'ai eu l'honneur vraiment de rédiger
de produire l'ouvrage consacré à Kwame Nkrumah. Voilà, donc ça, c'est un premier élément. Qu'est-ce qui m'intéresse dans le panafricanisme? Pourquoi j'y suis venu? Parce que c'est l'histoire à la fois la plus globale et la plus synthétique pour comprendre les enjeux qui nous concernent. Et c'est pour ça que justement cette collection du CETIM est très intéressante parce qu'elle résume en 96 pages des pensées de figures qui sont universelles, très productifs et très constructifs. Et le panafricanisme, c'est ça. C'est comment on arrive à tirer la meilleure synthèse de nos histoires, de nos expériences, de nos trajectoires, liées notamment donc au monde africain, du continent et de la diaspora, et comment on fait de cette synthèse historique un élément qui permet de dialoguer avec d'autres histoires et donc de s'inscrire vraiment dans une égalité. Et donc, ce qui m'a amené à m'intéresser au panafricanisme, c'est cette recherche d'égalité dans l'histoire, de montrer qu'il n'y a pas une histoire moins importante qu'une autre, que dans ce continent africain d'une cinquantaine de pays, où il y a des pays qui sont très grands, d'autres qui sont plus petits, il n'y en a aucun qui est, entre guillemets, plus important qu'un autre, que dans un continent où il y a des peuples qui se comptent par dizaines de millions et d'autres qui se comptent par centaines. Il n'y a aucun peuple africain qui est plus important qu'un autre en tant que tel. Et donc, c'est un peu tout ça, cette recherche d'égalité, cette recherche de synthèse qui fait que je ne suis pas, même si j'écris un livre sur le Nigeria, sur le Mali, même si je travaille sur certains pays africains très précis, à la différence de beaucoup d'autres historiens qui vont être spécialistes de quelque chose de très particulier ou d'un pays très particulier, moi, j'ai choisi de m'intéresser au panafricanisme qui met en relation les différentes histoires, trajectoires des pays africains et des diasporas. Voilà, donc c'est à la fois un raccourci et un détour. Et c'est pour ça qu'à la fin du livre que j'ai écrit, Africa Unite, où je cite Aimé Césaire, je fais référence à l'idée que c'est en faisant parfois un détour vers le passé que l'on trouve le raccourci le plus pertinent pour construire notre avenir. Et donc, je m'inscris aussi dans cette idée du Sankofa. Donc, c'est un oiseau mythique akan qui porte en fait un œuf dans le bec et qui est tourné vers l'arrière et qui vole de l'avant. C'est l'idée qu'on doit vraiment se constituer en colonne vertébrale et dans des logiques de transmission à la fois intergénérationnelles, mais en même temps interterritoriales, parce que notre particularité, celle des Africains, mais pas que, mais c'est que nous sommes des peuples qui ont été déplacés d'endroit en endroit et qu'il faut donc une histoire qui soit le mieux adaptée à y répondre. Et pour moi, c'est très clairement celle du panafricanisme. Le deuxième élément, c'est évidemment l'engagement, puisqu'il ne s'agit pas de faire de l'histoire pour l'histoire. Il faut que cette histoire-là serve à répondre à des problèmes d'aujourd'hui, notamment des problèmes politiques, d'où le fait que ça doit être une histoire qui sert le combat et la cause panafricaniste aujourd'hui. Merci Hamzat. Du coup, effectivement, l'histoire, contrairement à ce que ça nous renvoie parfois pour certains, consciemment ou inconsciemment à quelque chose de passé, voire quelque chose de dépassé, tu viens de nous expliquer que connaître son histoire, c'est mieux dessiner son avenir. Et d'ailleurs, en faisant des recherches sur Kwame Nkrumah à travers la lecture notamment d'Africa Unite, j'ai eu l'impression que son enfance et sa jeunesse sont similaires à celles des jeunes d'aujourd'hui. Donc justement, avant Kwame Nkrumah, avant de suivre les pas de Dubois et de s'intéresser aux conditions de vie des Noirs aux États-Unis, quelle a été sa vie en tant qu'enfant et jeune adulte? Peut-on dire que le développement de sa conscience politique et l'histoire à la fois de rencontres qu'il va faire et d'un acharnement, je suis fatiguée, et à s'instruire et à se former, puisqu'il a énormément lu, suivi des débats, et quelles sont les rencontres qui plus tard vont être déterminantes dans sa formation, son engagement politique? D'abord, pour commencer, quel a été l'enfant et le jeune adulte Kwame Nkrumah? Alors, Kwame Nkrumah, il est issu d'un milieu modeste, c'est-à-dire qu'à la différence,
par exemple, d'une autre figure voisine qui est le premier président du Togo, Sylvanus Olympio, qui était issu d'une bourgeoisie africaine, afro-brésilienne. Nkrumah, il est vraiment issu d'une petite ethnie. Il vient vraiment du peuple. Il est le fils unique de sa mère. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très important. L'attachement qu'il va garder tout au long de son parcours et de sa vie à sa maman est très fort et très particulier. Et il est né, comment dire, dans un contexte de colonisation et va notamment porter le prénom de Francis. Et ce qui est intéressant dans le cas de Nkrumah, c'est que dès l'enfance, il va apparaître comme un jeune très intelligent, très éveillé. Il va être identifié notamment par des missions religieuses qui vont l'inscrire notamment dans leur cadre scolaire et colonial. Et très rapidement, alors qu'il est encore un adolescent autour de 16-17 ans, eh bien, il apparaît comme étant déjà apte lui-même à donner des cours et donc à prendre sous son aile des plus jeunes que lui. Et donc ça, c'est un premier élément qu'on trouve chez Nkrumah, c'est cette dimension alors on ne va pas dire de professeur, mais en tout cas d'éducateur et de pédagogue, qui fait que lorsqu'il ira notamment bien plus tard aux États-Unis, il fera un master en sciences de l'éducation. Donc c'est vraiment quelqu'un qui croit en la possibilité de réussir par l'éducation. Si on devait l'adapter à aujourd'hui, on dirait que c'est quelqu'un qui croit en ce qu'on appelle la méritocratie, qu'à partir du moment où vous avez des diplômes, où vous réussissez à l'école, eh bien, vous devez accéder à la place qui vous est due. Et ça s'inscrit dans le contexte de la colonisation britannique, qui est une colonisation beaucoup plus pragmatique que celle des Français. Et donc, très rapidement, on donne à Nkrumah des petites fonctions dans l'école où il enseigne. Et en 1925, il y a un monsieur qui s'appelle James Emmanuel Kwegir Aggrey, qui est un ingénieur de la Gold Coast, donc du Ghana de l'époque, qui était parti aux États-Unis pendant plusieurs décennies, qui était un très grand ingénieur agronome, qui décide de revenir s'installer au Ghana et qui va être le professeur principal et le second dirigeant d'un collège créé qui s'appelle le collège Hashimota, qui est censé former un peu la nouvelle élite ghanéenne. Et c'est dans ce contexte-là que Nkrumah va être recruté comme maître assistant dans cet établissement-là. Il a à l'époque 17-18 ans et il va commencer en fait à animer des débats, des clubs de lecture avec des lycéens ou des jeunes étudiants, en invitant notamment les dirigeants politiques de l'époque en Gold Coast. Donc des figures comme Joseph Kingsley Hayford, comme Sir Wood, donc des figures politiques africaines qui, dans les années 20, avaient construit un premier mouvement, entre guillemets, panafricain. Et donc, Nkrumah, lui, les invite. Et donc, il y a aussi cette idée de, à la fois, servir de modèle pour les plus jeunes et en même temps d'interpeller les aînés. Donc, Nkrumah se positionne vraiment à la charnière de plusieurs générations. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est très important. Alors, après avoir fait cette activité pendant plusieurs années, il décide, au milieu des années 30, de partir aux États-Unis pour suivre en fait ses études aux États-Unis. Et ça, il le fait après avoir discuté avec Nnamdi Azikiwe, qui sera plus tard le premier président du Nigeria et qui est en partie apparenté à Nkrumah, et qui lui explique très simplement que, vu que le Ghana, la Gold Coast, est une colonie britannique, il est plus intéressant pour lui d'aller se former chez les Américains parce que les Américains ont vaincu les Britanniques. Et donc, en fait, il introduit le fait que lorsque vous êtes colonisé et que vous voulez vous débarrasser de votre colon, il est plus intéressant d'aller vous former chez d'autres peuples qui ont déjà vaincu votre propre colon. Et donc, dans ce contexte-là, il demande une application, donc un formulaire pour partir aux États-Unis. Il fait une escale en Angleterre parce qu'étant sujet britannique, il doit passer par l'Angleterre pour avoir son visa pour les États-Unis. Et lorsqu'il arrive en Angleterre, c'est le moment où il y a la guerre de
de l'Italie, de Mussolini, contre l'Éthiopie en 1935. Et à ce moment-là, il fait le serment de revenir un jour libérer le continent africain et il part aux États-Unis en 1935. Là aussi, ce qui est intéressant dans le passage aux États-Unis, c'est que Nkrumah n'est pas... c'est un jeune d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il part avec très peu d'argent, il part avec une bourse qui est en réalité insuffisante pour mener ses études, comme on a plein d'étudiants africains qui arrivent en France, en Suisse, en Allemagne, etc., et qui n'ont pas les moyens de poursuivre leurs études ou qui ont des bourses qui arrivent en retard et qui, du coup, se lancent dans des petits boulots, lesquels les font généralement abandonner ses études. Et donc, Nkrumah, lui, se retrouve déjà à cette époque dans cette situation-là. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va réussir à obtenir un boulot d'assistant à la bibliothèque, notamment de Lincoln University, et ensuite des charges de cours qui vont lui permettre d'acquérir une petite autonomie tout en poursuivant ses études donc en sociologie et en sciences de l'éducation. Et pendant les vacances universitaires, eh bien, il faisait des petits boulots. Il a été plongeur dans des restaurants. Il a été docker sur le port de New York. Il a même travaillé sur des bateaux qui faisaient qui faisaient de la pêche et qui faisaient pas des croisières, mais des navigations, des circulations. Et il le raconte aussi dans sa propre autobiographie, il y a eu vraiment des moments où il était en galère et il dormait à la belle étoile. Et ça, c'est assez intéressant de se dire que le dirigeant politique africain le plus important du XXe siècle, dans son parcours, a dû par moments dormir à la belle étoile, faire des petits boulots que n'importe quel étudiant aujourd'hui fait pour sa survie en Occident, et ainsi de suite. Et ça va le conscientiser davantage. Et lorsqu'il va reprendre plutôt l'association des étudiants africains des États-Unis et du Canada, il va inclure une clause qui explique que lorsque vous venez aux États-Unis pour étudier, même si vous arrêtez vos études et que vous vous mettez à faire des petits boulots, vous restez membre de l'association des étudiants. Autrement dit, il a compris que beaucoup d'Africains quittent l'Afrique pour aller étudier en Occident dans des conditions matérielles qui les amènent très rapidement à abandonner leurs études et à se couper du milieu étudiant qui est leur milieu naturel de départ. Et donc, Nkrumah, lui, dit non. Lorsque des étudiants sont en difficulté matérielle, il faut qu'on ait une caisse de solidarité. Il faut qu'ils restent membres des associations étudiantes parce qu'ils ne sont pas venus à New York pour faire le taxi ou pour faire le serveur. Ils sont venus à New York pour obtenir des diplômes. Et donc, il faut qu'ils restent dans la communauté étudiante. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est très important parce qu'on est confronté encore aujourd'hui à beaucoup d'étudiants qui sont obligés d'abandonner les études quand ils arrivent en Europe ou aux États-Unis et qui, du coup, disparaissent un peu des radars alors qu'ils ont beaucoup de potentiel. Et donc, Nkrumah également aux États-Unis, débats politiques auxquels il pouvait participer avec les républicains, les libéraux, les marxistes, les démocrates, etc. Et il va surtout découvrir, plus précisément lire Philosophy and Opinion de Marcus Garvey, qui est le livre qui va vraiment le convaincre de l'idée que c'est le panafricanisme, c'est l'unité africaine qui doit être le grand combat dans lequel il doit s'engager pour la libération de l'Afrique. Et donc, après 10 ans aux États-Unis, où il a notamment été vraiment introduit dans la communauté afro-américaine, il va repartir en Angleterre pour faire officiellement un doctorat. Mais en réalité, quand il arrive en Angleterre, il va co-organiser le 5e congrès panafricain de Manchester avec George Padmore. Et c'est à partir de ce congrès-là, en 1945, que le panafricanisme porté par Nkrumah va revenir sur le continent africain. Il va vraiment devenir l'idéologie de libération du continent africain. C'est pour ça que c'est très important de comprendre que lorsque l'anticolonialisme est rejoint par le panafricanisme, mais ça rejoint vraiment cette idée qu'il ne s'agit pas juste de libérer le continent africain, mais il faut aussi travailler à réunir les peuples africains qui ont été divisés, alors divisés par la balkanisation territoriale lors de la conférence de Berlin,
mais aussi divisés par 300-400 ans d'histoire où on les a dressés les uns contre les autres, où on les a appris à se chamailler, à se trahir, à se battre entre eux. Et c'est en ça que Nkrumah est vraiment, je pense, le maillon le plus structurant du panafricanisme. Lorsque j'ai répondu à la première question, je parlais de la synthèse. La synthèse de la synthèse de la synthèse, c'est Nkrumah. Si vous ne devez lire et maîtriser qu'une seule vision du panafricanisme qui vous résume l'intégralité du panafricanisme, c'est Kwame Nkrumah. Et je crois que c'est vraiment très important. Toutes les personnes qui s'intéressent à ce courant-là, concentrez-vous sur Nkrumah parce qu'il y a absolument tout dans sa vision et sa philosophie. Chez tous les autres auteurs, c'est, je dirais, du Nkrumah nuancé ou décanté, alors que chez lui, vous avez vraiment l'architecture la plus complète. Voilà, donc c'est là qu'on s'arrête, donc 1945. Il a fini ses études, il est prêt vraiment à s'engager en politique. Il est en Angleterre et il prépare son retour sur le continent. Donc, la synthèse de la synthèse de la synthèse sur le panafricanisme qu'on retiendra, c'est Nkrumah. Et donc, du coup, c'est Marcus Garvey, de ce que tu viens de nous partager, c'est Marcus Garvey, la première, c'est une des lectures qui va être déterminante dans sa conscience politique? Alors, il y a plusieurs noms que j'ai cités. J'ai parlé d'Emmanuel Kwegir-Aggrey, qui est une figure très importante, parce que c'est lui notamment qui va beaucoup fédérer les étudiants africains en Angleterre. Et beaucoup aussi vont s'engager dans le militantisme en faisant référence à ce personnage-là et en lui jurant quasiment fidélité, à tel point qu'on a des fraternités étudiantes qui vont prendre le nom de Aggrey. Et dans le cas de Nkrumah, on a même des pactes, entre guillemets, des pactes de sang, c'est-à-dire des personnes qui se sont jurées fidélité jusqu'à la mort, en jurant, entre guillemets, sur la mémoire de Aggrey. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est très important, trouver des figures tutélaires au nom desquelles on est vraiment prêt à se battre et à ne pas trahir une cause. C'est quelque chose aussi qui est très fréquent à l'époque. On retrouve dans pas mal de milieux africains, panafricains, mais aussi malgaches, c'est-à-dire cette notion de société secrète, non plus les sociétés secrètes purement traditionnelles, mais des sociétés secrètes plutôt politiques qui n'ont absolument rien à voir avec la franc-maçonnerie, mais qui développent justement la notion de fidélité, de secret et d'intégrité. Donc, Aggrey, c'est la première figure. Il y a Azikiwe, qui est également quelqu'un de très important, qui était un journaliste à l'époque, qui va beaucoup l'orienter. Lorsqu'il est aux États-Unis, il rencontre C.L.R. James, qui est l'auteur du livre Les Jacobins noirs sur la Révolution haïtienne, qui le forme un petit peu au marxisme. Et c'est C.L.R. James qui le met en relation avec George Padmore, qui est un autre militant très important de l'époque, probablement le plus central de toute la cause panafricaine, probablement l'Africain caribéen le plus surveillé par les polices du monde entier. Et c'est Padmore qui va faire l'éducation politique finale de Nkrumah. Et donc, lorsque Nkrumah deviendra ensuite Premier ministre et président du Ghana, il va appeler Padmore au Ghana et Padmore sera le conseiller aux affaires africaines de Nkrumah. Mais ce qu'il faut savoir ici, c'est très important, c'est que Padmore et James sont des amis d'enfance et dans le cas de Padmore, il a un lien avec Henry Sylvester Williams, qui est l'un des premiers organisateurs de la conférence panafricaine de 1900. Et Padmore va écrire un livre qui s'intitule Panafricanisme ou communisme, dans lequel il attaque Marcus Garvey, qui est pour Nkrumah la référence, mais il attaque Marcus Garvey parce que Padmore était un militant communiste et Garvey était opposé aux communistes. Donc, en fait, il y a beaucoup de... Bon, c'est un peu compliqué de rentrer dans les détails, ça nous éloignerait un peu, mais il y a beaucoup d'affinités et d'inimitiés qui apparaissent. Et ce qu'il faut comprendre ici, c'est que Nkrumah, c'est vraiment la personne qui arrive à faire travailler ensemble des personnes qui ne s'entendraient pas entre elles.
Et je pense que c'est ça aussi l'un des enjeux aujourd'hui du panafricanisme, comment on arrive à faire travailler ensemble des personnes qui ne s'entendent pas entre elles. Parce qu'effectivement, tout le monde ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Donc, il faut trouver des personnes de médiation, de transition, qui peuvent faire ce travail-là. Et sans ça, que Nkrumah, c'est vraiment quelqu'un qui fait la synthèse, puisque le rival de Garvey était Dubois, l'intellectuel noir américain, et Garvey qui n'a jamais été en Afrique de sa vie, mais en revanche, Dubois va finir sa vie au Ghana avec la nationalité ghanéenne. Ça, c'est très important. Dubois a renoncé à la citoyenneté américaine pour devenir citoyen ghanéen, et il est mort au Ghana, dans un pays où Nkrumah a mis sur le drapeau l'étoile noire de Marcus Garvey et avait pour conseiller Georges Padmore. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important, comment on arrive à faire travailler ensemble des gens qui ne s'entendent pas. Et c'est tout le problème de l'unité africaine. Quand j'expliquais que la difficulté, c'est qu'on a appris à des peuples à ne plus travailler ensemble, à se chamailler les uns avec les autres. Et ça veut dire que la réponse et la solution à ça, c'est former des hommes et des femmes qui arrivent à faire travailler ensemble des peuples africains ou des personnalités africaines qui ne s'entendent pas entre elles. C'est pour ça que Nkrumah, c'est vraiment un prototype très intéressant. Et on va voir plus tard que dès qu'il devient chef d'État et qu'il veut justement mettre en place ce mécanisme-là des États-Unis d'Afrique, il va être confronté à plein d'autres chefs d'État africains mais qui ne voient pas du tout les choses de cette manière-là. Oui, un prototype, effectivement, et une synthèse de ses expériences, des rencontres et de toutes ses lectures. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup formé aussi. Et justement, effectivement, quand il va rentrer au Ghana, toutes ces expériences vont lui être très utiles. Par exemple, quelles ont été les actions? Ça pourrait être intéressant pour les militants engagés aujourd'hui de connaître les actions dans le détail que Kwame Nkrumah a mis en œuvre dans le cadre de son combat pour l'indépendance de son pays, mais notamment pour commencer à Londres. J'ai lu qu'il il a travaillé sur l'éducation politique de certains, la solidarité entre les peuples. Il s'est rapproché avec d'autres mouvements. Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces actions concrètes, justement? Alors, concrètement, quand il arrive en Angleterre, il est pris en charge par Georges Padmore, qui est un peu plus expérimenté sur le plan politique. Et ils vont tous les deux co-organiser le 5e congrès panafricain de Manchester. Donc, pour organiser cet événement, ils vont contacter différentes organisations en Afrique et dans la Caraïbe. Et donc, déjà, le premier travail de Nkrumah, ce sera ce travail de secrétariat. Lors de ce congrès, il sera secrétaire. Donc, c'est vraiment tout le travail de correspondance, de répertoire qui est très important. La première des choses que nous devons faire lorsque nous voulons nous organiser ou lorsque nous organisons un événement, c'est faire un répertoire, un agenda, quelles sont les personnalités ou les organisations concernées, quels sont les invités possibles, etc. Et donc, ça permet d'avoir en fait une carte du monde panafricain de l'époque. Ensuite, lors de ce congrès, il invite Dubois et la première épouse de Marcus Garvey, Emiéchou Garvey, pour un peu réconcilier symboliquement les deux branches du panafricanisme. Le panafricanisme de Garvey, que l'on dit entre guillemets populaire, etc., et celui de Dubois, que l'on dit entre guillemets plus intellectuel. Et à l'issue de ce congrès panafricain, il y a des résolutions qui sont faites, comme l'appel aux Africains de la diaspora et aux Africains, émigrés, à rentrer en Afrique pour participer à la lutte de libération. Et donc, avant lui-même de rentrer en Afrique, Kwame Nkrumah va partir en France, il va venir à Paris et il va essayer de convaincre des députés africains comme Houphouët-Boigny, comme Senghor et quelques autres, de les rejoindre sur cette ligne-là, donc de tourner un peu le dos aux pays européens, à la France et à l'Angleterre, et de concentrer en fait le combat pour l'indépendance sur le continent africain. Alors, les francophones ne vont pas le suivre, et c'est un élément qui est très important parce que ça explique pourquoi les indépendances dans les pays anglophones sont différentes des indépendances dans les pays francophones. Parce que dans les pays anglophones comme le Ghana, la Tanzanie ou le Nigeria, les luttes politiques ont été menées en Afrique même.
ce sont des dirigeants qui, lorsqu'ils deviennent présidents, étaient déjà en Afrique depuis un certain temps, qui donc ont lutté avec les peuples africains sur place. Alors que dans le cas des colonies françaises, eh bien, ce sont des dirigeants qui, pour la plupart, la quasi-totalité, étaient à Paris, étaient en France dans toute la décennie des années 50 et qui, du jour au lendemain, doivent rentrer en Afrique pour présider leur pays. Donc, du coup, on a vraiment deux modèles très différents, on va dire, de conquête du pouvoir et de prise du pouvoir. Dans le cas de Nkrumah, quand il rentre au Ghana, on lui donne en fait le poste de secrétaire général d'un parti plutôt de droite, plutôt conservateur, qui ne correspond pas du tout à sa véritable vision, mais il estime que c'est une opportunité. C'est une opportunité pour se faire la main, c'est une opportunité pour rentrer au pays et il va créer son propre parti de l'intérieur en recrutant notamment beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes. Il identifie très rapidement ce qu'on appelle les market women, c'est-à-dire que dans bien des cas, l'économie en Afrique est contrôlée par les femmes sur les marchés. Voilà, ce sont elles généralement qui détiennent du cash, qui ont des moyens. Et du coup, lorsque vous avez un projet, que vous cherchez du crédit, eh bien, c'est vers ces femmes-là qu'il faut se tourner parce qu'elles ont les moyens de vous sortir très rapidement 1, 2, 3, 4, 5 millions de francs pour vous financer. Et donc, il va les fédérer avec tout un réseau de femmes. Donc, il va mettre pas mal de femmes en avant. Il va également beaucoup s'intéresser à ce qu'on appelle les Veranda Boys. Donc, les Veranda Boys, ce sont des petits domestiques qui souvent étaient, exploités. Et il va aussi s'intéresser aux enseignants, en soulignant que les enseignants sont très importants justement dans la construction de la nation. Et très rapidement, fin des années 40, 1949, il crée son propre parti, le Convention People's Party, CPP, et avec ce parti-là, il décide de mener ce qu'on appelle l'action positive. Alors, là aussi, Nkrumah, c'est quelqu'un qui est non-violent. Et donc, les modèles qu'il utilise à l'époque, c'est le modèle indien, notamment celui de Gandhi, et aussi le modèle qu'on retrouve en Afrique du Sud dans la résistance passive et la désobéissance civique. C'est quelque chose aussi qui est très important. Sur la référence à Gandhi, là aussi, puisque je vois souvent des gens dire « oui, mais Gandhi lui-même, il était un peu raciste, etc. » Tout ça, prendre les modèles ou prendre l'expérience d'une personne ne veut pas dire qu'on valide les propos ou les dérives de cette personne-là. Ça veut dire qu'on s'intéresse en fait à une stratégie bien particulière qui a été utilisée contre un colon bien particulier, qui est le même que l'on a également dans notre territoire. Et donc, du coup, il va y avoir à la fin des années 40 des grèves, des boycotts, des pétitions, des manifestations, donc tout un climat social insurrectionnel et aussi des anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre de Birmanie qui vont menacer le pouvoir colonial britannique. Et Nkrumah va être emprisonné parce qu'on estime que c'est justement l'un des agitateurs, que c'est l'un des instigateurs de cette subversion. Et pendant qu'il est emprisonné, il y a des élections qui se préparent. Et Nkrumah, il est emprisonné pour 3 ans, mais avec 3 peines différentes de 1 an à chaque fois. Or, il y a un vice dans le code électoral qui fait que lorsque vous êtes condamné à plus d'1 an de prison, vous êtes interdit, privé de vos droits civiques. Mais lorsque vous avez moins d'1 an de prison, vous pouvez vous présenter. Et donc, n'ayant été condamné qu'à 3 peines de 1 an, Nkrumah, qui est en prison, se présente aux élections de 1951. Et depuis sa cellule, il remporte les élections avec, je crois, à peu près 22 900 voix sur 23 250 bulletins exprimés, alors qu'il est en prison. Et ce ne sont pas des élections trafiquées, c'est des élections sous le contrôle des autorités coloniales britanniques. Et là, sur ce coup, les Britanniques ont été plutôt fair-play. Ils l'ont sorti de prison et du jour au lendemain, il s'est retrouvé chef de gouvernement de la colonie de la Gold Coast avec l'objectif de mener son pays à l'indépendance dans les années suivantes. Donc, c'est tout un travail en fait de stratégie, d'organisation
et de mobilisation qui lui a permis d'arriver au pouvoir dans ce contexte-là. Oui, stratégie, par exemple, d'accepter un parti même de droite qui ne correspond pas à sa vision du monde, déjà, et effectivement, mobilisation, capacité à aller chercher finalement le peuple. Hein, c'est ce que tu nous disais, hein, d'aller chercher les réseaux de femmes, des gens qui sont ancrés dans la réalité, qui vivent le quotidien, les minorités exploitées, les enseignants. Donc, je pense qu'effectivement, ça a été toute une stratégie et une vision qui lui a permis d'atteindre son objectif. Alors effectivement, il va du coup, il va finir par obtenir l'indépendance de la Gold Coast à l'époque. Il va renommer Gamna. Et ça, c'est une grande fierté pour nous. Aujourd'hui, nous l'avons dit en introduction, l'Afrique et ses peuples, je l'ai dit en introduction, hein, l'Afrique et ses peuples sont maintenus sous la domination du néocolonialisme et de l'impérialisme par tout un système savamment étudié, qu'on connaît tous, hein, depuis la traite négrière, la colonisation, à travers le système de la France-Afrique avec les ingérences de ces puissances dans le domaine politique, les coups d'État orchestrés, la correction des leaders politiques, la monnaie coloniale par le franc CFA pour l'Afrique de l'Ouest, le pillage des ressources naturelles, etc. Je ne vais donc pas demander, je serais tentée de demander qu'attendent les États africains aujourd'hui pour s'inspirer de la vision de Nkrumah et de s'unir face à leurs puissants ennemis communs, mais plutôt quels enseignements peut-on tirer justement de Kwame Nkrumah pour mettre enfin le panafricanisme? Ah, tu as perdu le son, ça y est, c'est revenu. Tu nous entends? Allô, allô? Oui, allô, on t'entend bien. Ah, le problème de la technique, hein, problème de la technique. Ça y est, tu nous entends? Parfois, c'est le casque. Si tu débranches ton... Ah, ça y est, tu nous entends? OK. Oui, le réseau a l'air d'être un peu faible. Hein. Ma question, c'était qu'au lieu de demander ce qu'attendent nos États africains pour s'unir face à leurs ennemis puissants communs, c'est plutôt quels enseignements, du coup, on peut tirer de Kwame Nkrumah pour mettre le panafricanisme au pouvoir aujourd'hui. Des enseignements, il y en a, je pense qu'il y en a plusieurs. Le premier, c'est que, comme je disais, il faut faire travailler ensemble des groupes sociaux différents qui parfois ne comprennent pas qu'ils ont le même intérêt à aller dans la même direction. Voilà, on a fait travailler ensemble des jeunes, des femmes, des travailleurs, des syndicalistes, des artistes, des intellectuels, des anciens combattants, qui chacun en fait avait leurs priorités, leurs problématiques, des paysans, des pêcheurs, et chacun voit le monde dans un tunnel, dans sa ligne droite. Et donc, on a besoin d'avoir des correspondances qui font que chacun dans sa ligne comprend qu'il y a une ligne voisine qui va dans la même direction que lui. Et donc ça nécessite de remettre sur le terrain des congrès panafricains, des fédérations panafricaines, des intersyndicales et autres, qui font que lorsque l'on résout le problème d'un groupe précis d'Africains, eh bien, on résout le problème de bien plus d'Africains que ça. Voilà, c'est quelque chose qui va, par exemple, être pratiqué par Thomas Sankara. Lorsque Thomas Sankara décide de faire du Faso Domfani le vêtement national du peuple burkinabé, eh bien, il va mettre des femmes au travail dans l'industrie textile. Et ces femmes de l'industrie textile qu'il met au travail, ce sont d'anciennes prostituées qu'il réhabilite en les mettant au travail dans ce cadre-là. Donc, c'est comment, en fait, on pense des choses dans une logique d'échelle où, en apportant une solution,
eh bien, on répond à une cascade de problématiques. Et c'est en ça que les visions de Kouma, les visions de Sankara, les visions de Cabral, elles sont extrêmement importantes parce qu'on est dans une époque où tout est confus, tout est mélangé, chacun veut être prioritaire sur tel ou tel enjeu, alors que l'objectif, c'est de trouver le plus petit dénominateur commun qui, en répondant à une question, va répondre à un grand nombre de questions. C'est pour ça aussi que la question de l'éducation, y compris au niveau de la Ligue panafricaine Moudja, elle est importante. Si dès le départ, on éduque bien, il y a beaucoup de problématiques qui apparaissent par la suite, qui, du fait d'une bonne éducation dès le départ, n'apparaîtront plus par la suite. Et donc, ça nous fait gagner du temps. Ça nous fait gagner énormément de temps. Donc ça, c'est un premier élément, je pense qu'on peut retenir de Kouma. Le deuxième, c'est qu'il faut construire une nation où, comment dire, chacun a une place, et donc il faut réécrire l'histoire en faisant en sorte que personne n'est laissé de côté. Ça aussi, c'est quelque chose qui me semble très important parce qu'on a des lectures de l'histoire qui sont très, comment dire, privatisées, et on ne peut pas construire des États africains, on ne peut pas construire l'unité africaine si on n'est pas capable d'écrire une histoire qui soit beaucoup plus égale, égalitaire et sociale. Je crois que la notion d'histoire sociale, elle est très importante. On a souvent une approche de l'histoire qui se limite au roi, aux reines, aux pharaons, aux présidents, aux chefs d'État, mais c'est important de faire l'histoire du peuple, l'histoire populaire, pour comprendre les enjeux qui se posent. Ensuite, il y a des erreurs que Kouma a commises qui sont importantes à ne pas reproduire. L'un des éléments de Kouma, c'est qu'il a fait appel à beaucoup d'Afro-Américains. C'est Kouma qui a fait du Ghana la base privilégiée de la diaspora africaine, notamment afro-américaine, et beaucoup de Ghanéens, parce qu'ils n'étaient pas formés à la question du panafricanisme, ont trouvé que le Ghana devenait un peu la colonie des Afro-Américains. Et donc, il faut qu'il y ait un travail de pédagogie vis-à-vis des Africains du continent et en même temps un travail de modestie vis-à-vis de la diaspora qui rentre sur le continent. Donc, du coup, il y a beaucoup de leçons par rapport au Back to Africa qu'on peut trouver chez Kouma. Un autre élément, il ne faut pas donner l'impression d'être plus victorieux qu'on ne l'est réellement. Et ça, c'est aussi une des attaques qui a été faite à Kouma par laquelle on l'a déstabilisé, c'est en lui faisant croire qu'il était vraiment tout-puissant, omniscient, et qu'il suffisait qu'il parle pour que tout le monde le suive. Et donc ça aussi, c'est quelque chose qui renvoie à un terme qui est parfois péjoratif, qu'on appelle la mégalomanie, qui est l'idée de se penser plus fort qu'on ne l'est réellement, et qui est souvent une stratégie du néocolonialisme, c'est-à-dire de vous donner l'impression d'être fort, alors qu'en réalité, vous avez plein de faiblesses. Et plus vous avez le sentiment d'être fort, moins vous êtes vigilant sur vos faiblesses, et plus c'est facile de vous renverser, notamment par un coup d'État. Donc l'excès de confiance, lorsqu'il est construit sur, je dirais, comment dire, quelque chose de non tangible, c'est également un risque par rapport, je dirais, par rapport aux réalités. Donc ça vaut pour un panafricanisme où on va considérer que tout passe par la popularité, par les mobilisations dans la rue, etc. Kouma a bien montré que il ne faut pas considérer les choses comme acquises. Un autre élément, je pense, en termes de, comment dire, d'expérience qui serait intéressant aussi pour aujourd'hui, c'est vraiment de définir ce dont on parle. Et donc, Kouma a clairement défini ce qu'il entendait par le concept des États-Unis d'Afrique. Voilà, il disait que nous devons tout simplement avoir une union politique fondée sur une défense commune, donc une armée commune, des affaires étrangères et une diplomatie commune, c'est-à-dire donc une manière de parler au reste du monde qui soit la même au nom de toute l'Afrique, une nationalité commune, donc une nationalité africaine, une monnaie africaine. Il ne dit pas une monnaie unique ou une monnaie commune, il dit juste une monnaie africaine, une zone monétaire africaine et une banque centrale africaine.
Et il disait qu'il faut créer un système de défense commune dirigé par un commandement suprême africain pour assurer la stabilité et la sécurité de l'Afrique. Donc, du coup, tout ce qu'il a mis dans son projet des États-Unis d'Afrique est pertinent et ne nécessite pas de renoncer aux petites souverainetés ou grandes souverainetés qui existent aujourd'hui. Le deuxième concept qu'il a défini et qui est très important aujourd'hui à mettre en avant, c'est celui de néocolonialisme. Aujourd'hui, on ne peut pas être sérieux lorsqu'on parle du néocolonialisme si on ne cite pas Nkrumah. Il y a beaucoup de gens à gauche, à droite qui parlent du néocolonialisme par rapport à l'Afrique et qui ne citent pas Nkrumah. Je pense que ça pose des problèmes parce que si nous voulons clairement comprendre les enjeux, identifier les problématiques, il faut quand même qu'on s'appuie sur nos références. Voilà, il ne s'agit pas de réinventer la roue, mais il y a un certain nombre de concepts et de problématiques qui ont déjà été clairement posés. Il y a des solutions qui ont déjà été clairement mises sur la table et il faut, je dirais, les poursuivre plutôt que de les déshabiller. Et lorsqu'il parle du néocolonialisme en 1965, et on considère bien que c'est lui qui a vraiment inventé, théorisé, conceptualisé le terme dans le livre « Le néocolonialisme, dernier stade de l'impérialisme », il dit clairement qu'il s'agit de dénoncer le morcellement des territoires coloniaux en des États indépendants non viables, de dénoncer le capital étranger, donc l'investissement étranger en Afrique, qui vient exploiter les richesses nationales au lieu de les développer. C'est également analyser l'aide militaire, qui est le dernier stade du néocolonialisme. Donc l'aide militaire, qu'elle soit américaine, française, russe, chinoise, cubaine, etc., il faut toujours l'analyser sous l'angle de est-ce que c'est ou ce n'est pas du néocolonialisme. Le mécanisme structurel de dépendance et de sous-développement économique, le rôle de la finance impérialiste, du capitalisme américain et du monopole du dollar. Donc, dans ce livre, Le néocolonialisme, dernier stade de l'impérialisme, il parle déjà très clairement, en 1965, du franc CFA, et en même temps, il parle du monopole du dollar. Donc, tous les débats qu'on a aujourd'hui sur la guerre des monnaies, ce sont déjà des points que Nkrumah, en son temps, avait anticipés. Et enfin, le dernier élément, c'est le rôle des matières premières et des intérêts miniers et géostratégiques, puisque le Ghana est un pays dont l'économie repose sur le cacao. Et lorsque vous ne fixez pas vous-même les prix du cacao, mais que vous en dépendez, eh bien, votre pays est en réalité contrôlé par ceux qui fixent les prix du cacao, c'est-à-dire les multinationales qui sont présentes sur le marché du cacao. Donc, du coup, c'est ça le néocolonialisme, et c'est ça qui est le dernier stade de l'impérialisme. Donc, Nkrumah, en faisant vraiment ces analyses-là, a vraiment apporté des réponses sur ces enjeux concrets. Dernier point que je pense important de souligner, le consciencisme. C'est un ouvrage de philosophie politique où il explique qu'on ne pourra jamais faire disparaître du continent africain les influences euro-chrétiennes ou arabo-musulmanes. Elles ne disparaîtront pas. Elles sont présentes, puis l'Afrique est dans le monde, l'Afrique ne peut pas s'isoler. On peut les réduire, on peut les contrôler, on peut les endiguer, mais on est dans un monde de circulation. Mais en revanche, il faut que ces influences-là ne soient pas prédominantes par rapport au socle, par rapport au tronc endogène africain. Et dans son analyse, dans ce concept du conscientisme, il propose en fait une méthodologie qui permet d'une certaine manière de diluer, mais de mieux contrôler les diversités culturelles et religieuses qui sont présentes sur le continent et de les désamorcer pour qu'elles ne soient pas justement des armes utilisées pour créer des conflits opposant des Africains à d'autres Africains. Donc, tous ces éléments-là sont dans les livres de Nkrumah. Nkrumah a beaucoup écrit. Voilà, il faut lire les livres de Nkrumah et il faut lire également la synthèse au niveau du CETIM parce que c'est quelque chose de très pertinent. Pour la petite histoire, lorsque j'ai travaillé cette synthèse-là, il y avait un dernier texte qui parlait notamment de la guerre révolutionnaire. Et dans le débat, au départ, Florian Rochat, donc, qui coordonnait, qui dirigeait donc, la collection, estimait que ce n'était peut-être pas pertinent
Et entre-temps, il s'est passé des actualités, je ne sais plus exactement ce que c'était. Puis en fait, il a compris la nécessité effectivement de repenser la question du lien entre le pouvoir politique et le pouvoir militaire, tel que Nkrumah, dans son ouvrage, l'avait pensé. Et ça correspond donc au dernier texte de l'ouvrage de la collection du CETIM. Voilà. Je ne sais pas si je suis toujours en ligne, si on m'a entendu. Oui, on t'entend très, très bien. On t'entend très bien. Effectivement, comme tu disais, justement, il a identifié les problématiques, les enjeux, les problématiques et les solutions. Donc, à tous les jeunes qui souhaitent, qui ont des ambitions pour devenir leaders dans leur pays, tout est écrit. Il faut lire, s'en inspirer, étudier et mettre en pratique. Donc aujourd'hui, la problématique, c'est l'unité, si je comprends bien. Les solutions sont là. Maintenant, c'est s'unir pour mettre en place ces solutions. Nous arrivons à la fin. Merci beaucoup, Dr Hamzat Boukari. On arrive à la fin de cette conférence. Ce que je propose, c'est de prendre les questions, de voir les questions de nos auditeurs et auditrices et de te les poser. Je vais regarder ça rapidement. Donc, il y a des gens qui nous demandent comment acheter l'article sur Cabral dans le magazine Panafricain. J'en parlerai tout à l'heure. Ok, alors, est-ce que j'ai d'autres comme questions si j'en ai pas? Bon, là, il y a beaucoup de remerciements. Ok. D'accord, on peut trouver aussi le livre du CETIM, on en parlera tout à l'heure. Eh bien, a priori, vous n'avez pas d'autres questions de la part des auditeurs et des auditrices. Peut-être moi, j'en ai une dernière qui me vient à l'esprit. C'est qu'est-ce qu'il y a… Alors, l'époque d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, est-ce que le soft power néocolonial qui existe aujourd'hui existait déjà avant? Est-ce que de l'époque de Kwame, ou est-ce qu'il a une dimension supérieure et de quoi doit se méfier la génération d'aujourd'hui par rapport à ça, qui est ce soft power est une autre arme néocoloniale? Le soft power, comment dire, le plus stratégique, c'est le contrôle des étudiants africains. Au début des années 60, les États-Unis ont lancé des programmes ciblés sur la Tunisie, la Côte d'Ivoire et le Kenya. Un programme d'ailleurs dans lequel le père de Barack Obama avait été recruté pour faire venir un certain nombre d'étudiants dans les universités américaines et comment dire, les lier ensuite aux intérêts américains vis-à-vis du continent africain. Donc, c'est un soft power qui repose effectivement sur l'influence. Wangari Maathai aussi en parle. Elle raconte que quand elle est partie étudier aux États-Unis, on lui a montré la richesse des États-Unis, etc., tout ça. Les Russes, les Soviétiques faisaient pareil. Ils invitaient aussi des étudiants, des dirigeants africains pour leur montrer comment Moscou, c'était beau, les livres n'étaient pas chers, etc. Donc, c'est ce soft power-là qui est utilisé effectivement qui était utilisé à l'époque par les pays occidentaux, qui aujourd'hui n'est plus vraiment utilisé de cette manière-là. C'est assez paradoxal parce qu'on est aussi dans un monde des réseaux sociaux où le soft power ne se fait plus du nord vers le sud, entre guillemets, mais plutôt directement sur place, par notamment les ONG, par les réseaux de communication qui vont coopter ou recruter tout ce qu'ils peuvent trouver d'intéressant et parfois recruter pour bloquer. Et donc, l'une des difficultés, c'est cette question parfois de savoir renoncer à des opportunités lorsqu'on pense que l'on peut trouver des opportunités supérieures que l'opportunité qu'on nous propose ou qu'on nous présente. Ça, c'est quelque chose qui est très particulier au niveau de notre jeunesse.
combien sont-ils à renoncer à quelque chose qu'on leur présente, qui ont fait en dessous de leur capacité, mais qui vont accepter, alors qu'en refusant, ils pourraient trouver peut-être mieux. Donc, c'est à nous aujourd'hui de produire, de proposer des alternatives, parce que bien souvent, l'élément sur lequel repose le soft power, c'est c'est la promesse. La promesse. On promet. Donc, vous avez vu beaucoup de jeunes Africains invités au sommet Afrique-France de Montpellier par Macron. C'est la promesse. Voilà, vous en avez beaucoup qui continuent effectivement à valider le narratif de la fin de la France-Afrique, mais c'est la promesse. Et cette promesse-là, c'est un élément justement de ce soft power-là, et je pense qu'il faut qu'on arrive à lui opposer, pas lui opposer, mais à produire un véritable soft power panafricain qui, à mon sens, ne peut pas être fondé sur sur les mêmes outils que celui qu'on subit de la part des pays occidentaux. Voilà. Désolée, il y avait encore quelqu'un qui a oublié d'enlever, de se mettre en off. Alors, on a depuis, on a quelques questions d'auditeurs. Alors, j'étais en train que je vais reprendre. Il y a une question sur l'idéologie de Kwame Nkrumah, comment c'est retranscrit au Ghana aujourd'hui? Comment l'idéologie de Nkrumah se retranscrit dans la société actuelle du Ghana? Nkrumah, il a été renversé en 1966, donc 6 ans avant sa mort. Il est parti ensuite en exil en Guinée, à Conakry. Il y a eu une chasse de tous ses partisans, c'est-à-dire que tous ceux qui étaient favorables à Nkrumah ont été emprisonnés ou expulsés. Et ensuite, il y a eu au Ghana toute une histoire politique assez compliquée avec des généraux, puis des civils, puis le passage de Jerry Rawlings, qui va faire un peu le ménage et qui va relancer le processus constitutionnel et civil, politique du Ghana dans lequel on est aujourd'hui. Donc, le paysage politique du Ghana d'aujourd'hui, je dirais qu'il doit peut-être davantage quelque part à la figure de Jerry Rawlings, qui a remis des choses, je dirais, sur pied, qu'à celle de Kwame Nkrumah. En revanche, l'histoire politique même du Ghana, la fondation politique même du Ghana, doit absolument tout à l'action de Kwame Nkrumah et également des opposants de Kwame Nkrumah. Et c'est là que le débat devient très problématique et très intéressant, puisque Nana Akufo-Addo, l'actuel président du Ghana, est le fils d'un des putschistes qui ont renversé justement Kwame Nkrumah. Donc, le père de l'actuel président du Ghana était un adversaire, un ennemi politique de Nkrumah et l'a même renversé dans le cadre du coup d'État. Lorsque Nana Akufo-Addo est arrivé au pouvoir, beaucoup de gens l'ont accusé de vouloir diminuer l'influence de Nkrumah, y compris sur les billets, les cédis, parce qu'il y a un billet sur lequel Nkrumah est tout seul et un autre sur lequel on retrouve ce qu'on appelle le groupe des 6. Et l'idée, c'est en fait de descendre Nkrumah de son piédestal et de mettre en avant d'autres figures qui, en réalité, ont plutôt participé à la lutte contre Kwame Nkrumah. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque Nkrumah devient chef d'État, vous avez toute une partie de la classe politique ghanéenne, de la bourgeoisie ghanéenne, qui ne veut pas de Nkrumah. Parce que pour eux, Nkrumah, c'est quelqu'un qui est venu du bas peuple, ce n'est pas quelqu'un qui appartient à leur classe sociale, c'est vraiment quelqu'un qui est porté par le petit peuple et ça les gêne, ça les dérange. Et l'erreur de Nkrumah aura été de mettre en place un parti unique dans lequel tous ses opposants du coup vont se retrouver et vont finalement le trahir et le faire tomber de l'intérieur. Donc aujourd'hui, 50 ans après sa disparition,
même si c'est évidemment la figure tutélaire, la figure centrale, c'est le père de l'indépendance, mais il y a des débats quant à savoir quel a été, est-ce qu'il est vraiment plus important que d'autres, etc. Tout ça. Ensuite, il y a évidemment toute la désinformation et la propagande. Donc aujourd'hui, vous avez des universitaires américains qui continuent évidemment à parler de Nkrumah comme d'un dictateur, comme d'un tyran, comme d'un autocrate, etc. Et là aussi, ça rentre évidemment dans l'incapacité à laisser les Africains, les Panafricains, produire une histoire de référence. C'est aussi une des problématiques que l'on a, en tout cas que moi je rencontre, lorsque j'interviens sur Nkrumah, sur Lumumba, sur Sankara. Il y a toujours des personnes, d'autres universitaires qui vont dire oui, mais là, Nkrumah, il a emprisonné des gens, là, il y a des gens qui sont morts, c'est à cause de lui, etc. C'est-à-dire qu'on essaie toujours de créer ce qu'on appelle une légende sombre, on dirait une légende noire, entre guillemets, autour de ces figures pour montrer qu'elles n'étaient pas si positives que ça. Donc c'est ce qu'on appelle du révisionnisme. Et c'est quelque chose qui est très problématique. Après, dans la vie politique actuelle, les partis de Nkrumah ou des partis qui se réclament de Nkrumah ne sont pas sur le devant de la scène. Le Ghana a connu une révolution libérale et le pouvoir aujourd'hui se joue entre un parti de centre-droit et un parti de centre-gauche. Et les partis nkrumahiste ou panafricanistes, même s'ils sont présents, les forces panafricaines, même si elles sont présentes, ne sont pas tellement au cœur de l'échiquier politique ghanéen tel qu'il est mis en place aujourd'hui. Mais elles sont quand même présentes. Donc, les enseignements de Nkrumah ne sont pas enseignés au Ghana? En fait, alors enseigner, l'histoire politique du Ghana est enseignée, l'histoire du Ghana est enseignée, puisque là où en fait il y a un mausolée de Kwame Nkrumah, il est enterré dans un mausolée au centre d'Accra, avec une très belle statue, et à côté, ils ont mis la statue décapitée de Nkrumah, puisque quand Nkrumah a été renversé, le peuple a descendu sa statue, a décapité sa statue, et on a gardé la statue décapitée pour dire que voilà, celui qu'on honore aujourd'hui, il y a eu un moment dans l'histoire où le peuple a fait tomber sa statue, où on l'a décapité. Voilà, donc c'est vraiment pour montrer, c'est très important de montrer justement les oppositions, les périodes d'ascension et de chute et les synthèses que l'on fait. Voilà, c'est-à-dire qu'il a été tout au sommet à un moment, on l'a descendu plus bas que terre pendant une période, et ensuite on l'a réhabilité sans effacer le fait qu'à un moment, il y a des gens qui l'ont descendu. Et donc aujourd'hui, l'un des enjeux, c'est que ceux qui l'ont descendu veulent aussi, ou les descendants de ceux qui l'ont descendu, voudraient que leurs parents soient aussi réhabilités. On a le même, par exemple, au niveau du Zaïre ou du Congo avec Mobutu. Voilà, Mobutu, Lumumba, ceux qui disent que le père de l'actuel président de la RDC a signé ou a participé aussi avec le régime de Mobutu à des choses qui ne sont pas positives du point de vue de l'histoire, etc. Donc c'est en ça que l'écriture de l'histoire est nécessaire. Il faut que l'on montre comment des personnes qui parfois aujourd'hui se présentent comme étant vierges, pures, parfaites, etc., ont été aussi dans le passé de véritables problèmes. Et ça, c'est d'autant plus important qu'on est dans une période des réseaux sociaux où on voit des figures qui apparaissent comme ça, qui ont un passé, qui ont des passés, qui ont des casseroles, mais qui ont réussi un peu à effacer leur passé pour apparaître un peu comme vierges de toute critique. Et dans le cas de Nkrumah, c'est ce débat qui est là. Mais il y a beaucoup de livres sur Nkrumah, on en parle à l'université, il y a des colloques, il y a des conférences. Voilà, il fait partie du débat politique, quoi. En tout cas, du débat historique, en tout cas. Une autre question, si on a encore le temps de prendre 2-3 questions, une ou deux questions. Nkrumah a réussi l'exploit d'éveiller la conscience africaine sur la question néocoloniale. Mais pensez-vous que la stratégie de maintien dans le Commonwealth est
soit cohérent avec une politique panafricaine? Alors, la première des choses que Nkrumah a fait, donc en 1957, le Ghana devient indépendant et membre du Commonwealth. En 1960, le Ghana devient une république. Ça veut dire que la reine d'Angleterre n'est pas chef d'État du Ghana. Alors que la reine d'Angleterre ou le roi d'Angleterre aujourd'hui, il est chef d'État du Canada, il est chef d'État de l'Australie, il est chef d'État de la Nouvelle-Zélande. Et Nkrumah va faire du Ghana une république. Et donc, il marque bien la souveraineté du Ghana. Le chef d'État du Ghana est élu par le peuple ghanéen, ce n'est pas la reine ou le roi d'Angleterre. Ça, c'est un premier élément. Et c'est très important parce que toutes les anciennes colonies britanniques, qui sont toutes indépendantes justement avec un modèle de Westminster, c'est-à-dire un modèle de Premier ministre, vont ensuite devenir des républiques. Et donc, les premiers ministres de l'indépendance deviennent ensuite des présidents de la République, des chefs d'État. Et donc, la reine d'Angleterre ou le roi d'Angleterre n'est chef d'État d'aucun État ou d'aucun pays africain. Ça, c'est le premier élément pour cadrer les choses sur le plan juridique et constitutionnel. Le deuxième élément, sur la question du Commonwealth, en fait, Nkrumah, il avait une vision géopolitique, je dirais, plus large, puisqu'il était aussi dans le mouvement des non-alignés, le groupe de Bandung, avec l'Inde, avec l'Égypte, avec l'Indonésie, et avec aussi quelques autres pays, notamment la Chine. Et dans le contexte de ce groupe-là, il travaillait pour justement une troisième force autour du non-alignement, qui aurait été dotée probablement d'une force militaire et qui serait probablement sortie du Commonwealth. Donc, je pense que Nkrumah serait sorti du Commonwealth s'il avait un peu plus duré au pouvoir. Là, il a été renversé par un coup d'État. Il part dans un voyage en Asie et à un moment, il demande au pilote de revenir au Ghana, voilà, parce qu'il se doute de quelque chose et le pilote lui dit que ça ne va pas être possible. Et quand il arrive au Vietnam en escale, il apprend qu'il y a eu un coup d'État, etc. Tout ça. Donc, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Et donc, c'est un arrêt brutal. Mais je pense très sincèrement, oui, qu'il serait sans doute sorti du Commonwealth. En tout cas, il aurait retiré pas mal d'attributs au niveau du Commonwealth, mais il n'est pas resté très longtemps là où il était. Après, de manière globale, le Commonwealth, c'est un espace colonial, très clairement. En même temps, c'est un cadre de débat propre au système britannique. Et je pense que de plus en plus de pays vont se poser la question de leur sortie du Commonwealth ou de leur retrait des institutions du Commonwealth. Néanmoins, ça reste quand même un cadre de relations internationales qui n'est pas inintéressant sur un plan stratégique. Ça reste un lieu de rapport de force. Le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne n'a pas tout à fait la même conception coloniale que la France. Donc pour moi, je pense que c'est un cadre qui peut, s'il est utilisé de manière pertinente avec un objectif précis, être intéressant pour débloquer certains problèmes ou certains enjeux. Que ça rentre dans le rapport de force. Merci beaucoup, Dr Hamza Boukari. On arrive à la fin de ce live, quasiment. J'aimerais peut-être prendre 2 minutes pour présenter la Ligue panafricaine Umoja qui a organisé avec le CETIM cette conférence. La Ligue panafricaine Umoja, effectivement, est une organisation politique internationale avec des sections dans plusieurs pays, en Europe, sur le continent, au Canada, en France, bien sûr. Organisation dont les forces militantes œuvrent à l'atteinte de 2 objectifs, l'objectif culturel de la
Renaissance africaine et l'objectif politique des États-Unis d'Afrique dont tu as parlé tout à l'heure. Ces forces politiques travaillent à la restauration de la conscience historique et de la tradition politique des panafricanistes par un travail sur le terrain, travail de formation, de production culturelle et scientifique, dont par exemple le journal autoproduit intitulé Pan-African Magazine, donc un magazine de qualité avec des recherches d'articles afrocentrés très documentés sur des sujets variés et divers. Par exemple, le numéro 34, il y a eu des articles sur l'élection présidentielle du Nigeria. On a aussi la chance d'avoir une interview avec Aminata Traoré, un sujet sur les conflits entre la RDC et le Rwanda, par exemple. Autre sujet culturel, le carnaval aux Caraïbes, espace d'émancipation, mémoire de Kaminsky, un homme de toutes les luttes, et bien d'autres, que j'invite nos auditeurs et auditrices à acheter pour la somme de 5 € l'unité ou 18 € l'année pour 4 numéros par an. On a d'autres actualités que j'aimerais partager avec eux rapidement. Effectivement, on va avoir... Hop là, il ne faut pas que je quitte. Vous ne pouvez pas réduire. Excusez-moi, je suis en train de faire des bêtises. Alors, voilà. Donc, je vais vous parler. Alors là, on a aussi le livre, le recueil. Alors, peut-être que j'ai envie de... Je ne veux pas vous parler. Le recueil de textes destinés au jeune public, qui a été un recueil du CETIM, qui a été introduit par le docteur Hamzat Boukari, que vous pouvez vous acheter. Il y a aussi, nous avons la journée des enfants afrodescendants qui va avoir lieu le 17 juin à Paris, le 24 juin à Toulouse et le 1er juillet à Grenoble. Un événement dédié aux enfants et à leurs parents, un événement qui va leur permettre de se reconnecter à leur histoire dans une ambiance festive et instructive. Et enfin, juste pour ceux qui seront intéressés parmi notre public aujourd'hui, si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, la page Facebook LPU Moja France tout attaché, sur Instagram LPU France. Si vous voulez vous intéresser aussi à tous les articles produits par le CETIM et ses activités, vous pouvez aller sur le site cetim.ch ou encore vous abonner vous abonner à la ligue lp-umoja.com si vous voulez rejoindre l'équipe et travailler à ces deux objectifs. Et pour le mot de la fin, est-ce que je vais vous demander à notre hôte s'il a quelque chose à partager avec le public, l'actualité et d'autres? Pas particulièrement, tout simplement, encore une fois, un très grand merci à Hamzat d'être disponible et de partager avec nous ses connaissances et ses analyses justement sur les 4 leaders africains disparus. Donc certains sont assassinés. Juste peut-être on peut rappeler à nos auditeurs et auditrices que toutes ces conférences, tous ces 4 webinaires ont été enregistrés et on peut trouver sur le site de Umoja et du CETIM. Donc, j'encourage vraiment tout le monde d'écouter parce qu'il n'est pas, malheureusement, il n'est pas aisé, Hamzat nous l'a dit, dans beaucoup d'universités, dans beaucoup de pays en Occident, l'Afrique a toujours une image négative et puis c'est présenté de manière, comme on sait, toujours un point de vue colonial ou néocolonial, alors que Hamzat nous apporte un éclairage donc, à la fois historien, à la fois analyste politique, pour rendre justement la place qui revient à ces leaders. Parce que si on parle encore après 50 ans, 50, parfois 60 ans après leur disparition, c'est que à la fois leur pensée et leur action politique
sont encore d'actualité. Donc, il faut s'inspirer, il faut analyser comme Hamzat le fait, où il y a eu des erreurs pour rectifier et puis tirer des leçons du passé pour aller de l'avant. Voilà. Merci encore à Hamzat et merci aussi à nos invités. Merci à toi, Mary, d'avoir modéré cette conférence. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Merci Mélik, merci Ordem, pardon. Et Dr Hamzat Boukari, est-ce que vous souhaitez partager vos actualités, les actualités de la Ligue panafricaine Umoja, puisque vous êtes aussi président de cette organisation, et puis d'autres actualités? Oui, alors, déjà, premièrement, rappeler que la figure de Nkrumah, elle est très importante à titre personnel. Moi, je me rappelle, j'avais 16 ans, j'ai été au Ghana, à Accra, sur sa tombe, son mausolée. C'était l'un des déclics de mon engagement pour le panafricanisme. Donc, si vous avez suivi ou si vous suivez cette conférence maintenant ou plus tard sur les réseaux sociaux, si vous êtes touché par la figure, par l'engagement, par la cause défendue par Nkrumah, engagez-vous également, rejoignez l'Africaine Umoja ou toute autre organisation qui vous correspond pour faire avancer l'unité africaine, pour faire avancer la libération de l'Afrique, pour faire avancer un monde plus juste et plus égalitaire à tous les niveaux. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, effectivement, au niveau de la Ligue panafricaine, on a un certain nombre d'activités prévues. Là, je suis actuellement en Martinique, mais le 7 mai, je serai au CICP, 21 Terre, rue Voltaire, dans le 11e arrondissement à Paris, pour la présentation du livre de Seyd Bouamama sur le panafricanisme révolutionnaire, contribution pour un panafricanisme continental de Seyd Bouamama, que j'ai préfacé. Voilà, donc ce sera un grand événement qui sera très important, très important. Donc voilà, on espère que vous serez présents en nombre pour cet événement-là. Au mois de mai, on va, je pense, également relancer, des cycles de conférences. Donc un cycle qui va porter sur le Back to Africa. Voilà, donc là, nous sortons d'un cycle de 4 conférences avec le CETIM qui a été particulièrement intéressant et pertinent. Et là, on va lancer un cycle de conférences sur le Back to Africa, donc, avec notamment des militants de la Ligue qui sont retournés l'une au Ghana et l'autre en Guinée-Conakry. Et le 25 mai, il y aura également une autre conférence pour les 60 ans de l'Organisation de l'Unité africaine. Voilà, moi, a priori, le 25 mai, je devrais être, je pense, en Guyane, en Amérique du Sud. Voilà, là, je suis actuellement en Martinique où je co-anime le Festival international du film documentaire de la Martinique. Voilà. Et puis au mois de juin, 17 juin à Paris, 24 juin à Toulouse et 1er juillet à Grenoble, et la journée des enfants africains, très important. Donc la première le 17 juin, donc c'est le lendemain de la journée mondiale de l'enfant africain, qui est une journée très importante. Et donc là aussi, il y aura un certain nombre d'événements prévus. Voilà, donc je vous invite vraiment à suivre notre actualité sur le site et surtout sur les pages Instagram et Facebook de la Ligue panafricaine Umoja, LP-Umoja ou alors la section France dans certains cas. Et pour ceux qui veulent suivre mon actualité, il y a mon site internet, Hamzat Boukari, Yabara, et puis vous avez également des pages Instagram ou Facebook qui vous permettent de suivre mon actualité. Voilà. Et encore une fois, merci au CETIM pour l'accompagnement et pour l'élargissement, je dirais, du public sur cette thématique-là. C'est très important. Je pense que les partenaires ou les personnes qui suivent aussi le CETIM puissent se former aux enjeux panafricains. Comme je pense que c'est très important aussi pour nous, les militants panafricains, de nous former sur les enjeux qui sont ceux du CETIM aujourd'hui. Voilà. Oui,
Et on a la chance d'avoir une figure comme Kwame Nkrumah qui effectivement nous lègue le fruit de ses connaissances, de ses expériences politiques, une stratégie, un concept clair du panafricanisme. Donc, faisons qu'on en fasse bon usage, j'ai envie de dire. Bon, bah écoutez, sur ce, je crois que nous allons remercier tous nos auditeurs et auditrices pour leur présence, pour leur participation et pour leurs questions. Nous leur donnons rendez-vous donc prochainement aux différents événements qui ont été cités. Et puis, nous les accueillerons avec, s'ils ont d'autres questions, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter. La Ligue panafricaine Umoja sera ravie de répondre à leurs questions. Un grand merci à Melik Ordem pour cette occasion. Effectivement, je pense il n'y a pas assez de conférences, on ne forme pas assez tellement il y a du travail à faire. Donc, merci au docteur Hamzat Boukari pour tout le partage qu'il fait de ses connaissances, de ses études, de ses analyses précieuses, riches, gratuitement. Vraiment, c'est un cadeau. C'est un cadeau et si on pouvait en faire quelque chose d'utile, hein, ça serait utile pour pour le monde entier, je dirais, pas seulement pour l'Afrique, pour le monde entier. Donc, merci à tous et puis à bientôt. Merci, au revoir. à bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir. Alors, j'arrive pas à ouvrir le truc. Hop. Ah oui, il faut que j'arrête ça. Voilà, c'est pour ça.